1 mètre entre chaque personne. Des drones, des hélicoptères à caméra infrarouge ou encore du traçage numérique. Depuis le début du confinement, les stratégies sécuritaires et les moyens de surveillance se multiplient avec un objectif, lutter contre l'épidémie du Covid-19. Nous sommes en guerre. Sauf que ces mesures peuvent être un danger pour nos droits et pour nos libertés individuelles, sans pour autant être efficaces contre le virus. On vous explique pourquoi. L'application Stop Covid va-t-elle accompagner le déconfinement du pays ? Vous le savez, nous travaillons actuellement sur une application numérique qui a vocation à aider et faciliter ce travail. Dans les stratégies de surveillance en lien avec le coronavirus, le gouvernement a d'abord pensé à une application, Stop Covid. Elle utiliserait des algorithmes de backtracking. On a demandé au journaliste Olivier Tesquet de nous expliquer. L'idée, c'est de se servir d'une technologie, en l'occurrence la technologie Bluetooth, pour être capable de remonter en fait les chaînes de contamination. C'est-à-dire que quand vous allez croiser quelqu'un dans la rue, si vous avez installé l'application, ça va enregistrer un identifiant qui montre que vous êtes resté pendant un certain laps de temps près de cette personne qui aura peut-être été contaminée. Et ensuite, quand une personne est testée positive, à ce moment-là, on peut remonter comme ça la chaîne des identifiants et envoyer une notification à ces personnes pour leur aviser de rester chez elles, de se mettre à l'isolement, en quarantaine. La mise en place de cette application a connu de nombreux remous. Le gouvernement a pensé l'abandonner avant d'annoncer la date du 2 juin pour sa sortie officielle. On vérifie que sur le terrain ça marche bien, ça notifie pas trop, c'est bien interconnecté avec l'ensemble du système sanitaire, mais on a bon espoir. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on sera prêt pour le 2 juin. Elle est en tout cas très décriée pour son inefficacité. Pour que ça marche, il faudrait que 60% de la population l'utilise. Mais étant donné qu'elle reposerait sur le volontariat, difficile d'atteindre ce chiffre. Cette application représente aussi un danger pour nos vies privées. Près de 300 experts en sécurité informatique ont mis en garde contre Stop Covid. D'après eux, une telle application comporte des risques très importants quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles. Si cette application devenait obligatoire, on passerait dans la surveillance de masse. La surveillance de masse, c'est totalement contraire au droit international. Et ça veut dire qu'effectivement, on risque d'avoir des entraves à la liberté d'expression, des entraves à la liberté d'association, de réunion, parce que toute personne est susceptible d'être surveillée. Mais d'autres stratégies de traçage numérique existent, par exemple pour éviter les attroupements. En Suisse, l'opérateur Swisscom va informer les autorités lorsque plus de 20 téléphones se trouveront dans un espace de 100 mètres sur 100 mètres. En France, SFR s'est dit prêt à faire la même chose avec des données anonymisées. Grégory Rabuel, est-ce que nos données téléphoniques pourraient aider à freiner la propagation du coronavirus ? En tout cas, nous, on est très ouverts et on est à la disposition des pouvoirs publics pour pouvoir partager ces données. On parle par exemple de données de géolocalisation pour voir si les mouvements de population ici ou là peuvent être contrôlés, surveillés. Donc si la Commission européenne, si les pouvoirs publics, si l'État français nous le demande, bien sûr, SFR sera là, bien sûr. Pour la Quadrature du Net, une association de défense des libertés, c'est un vrai danger. Il faut voir la légalité. Les utilisateurs n'ont pas donné l'autorisation de l'usage de ces données de bornage à ces entreprises. Les utilisateurs bornent pour accéder à un service de téléphonie. Absolument pas pour être repérés dans l'espace. À l'étranger, le traçage des populations par le gouvernement est parfois très intrusif. En Pologne, les citoyens en quarantaine doivent régulièrement envoyer un selfie d'eux, chez eux, sous peine de voir les forces de l'ordre débarquer à leur domicile. À Hong Kong ou en Corée du Sud, c'est une solution de bracelet électronique qui a été choisie pour les personnes en quarantaine. Un dispositif qui est envisagé en Italie pour les personnes âgées. Et en France aussi, la société Sigfox a proposé d'utiliser un bracelet connecté pour suivre les déplacements des citoyens. Alors bracelet ou badge, ça serait quelque chose qui serait effectivement porté pendant une période de déconfinement ou une période d'alerte. Une autre conséquence de cette pandémie, c'est le déploiement massif des moyens de contrôle policiers. Il y a une utilisation très importante des avions de surveillance, des hélicoptères à caméra infrarouge et surtout des drones. La technologie nous aide, mais elle n'est pas suffisante. La présence humaine est déterminante. C'est pas un drone qui va remplacer un fonctionnaire de police, ça va de soi. Mais ça fait partie de l'information. Des sociétés privées en profitent même pour s'associer avec l'État. À Paris et à Nice, les forces de l'ordre louent des drones à des compagnies privées. De quoi alerter l'association Le Mouton Numérique.
c'est assez glaçant, dans le sens qu'on assiste vraiment à une militarisation de l'espace public. Donc, les drones sont quand même des technologies militaires qu'on va déployer pour surveiller une population civile. Cette utilisation des drones et surtout la captation d'images se font sans cadre juridique précis. On a une déclaration de la préfecture de police de Paris qui explique qu'elle se base sur un article qui vise à protéger la vie privée. Pour prendre ces vidéos en disant non, mais en fait, on respecte la vie privée. Mais ce qui ne donne pas une autorisation est de filmer l'espace public. Les caméras de vidéosurveillance sont soumises à une restriction, à un cadre juridique très précis dans l'espace public. Et pas les drones, qui sont des caméras mouvantes, qui ne sont pas déclarées en tant que telles avec un lieu précis. L'association a déposé le 2 mai, avec la Ligue des droits de l'homme, un recours en urgence contre le déploiement des drones par la préfecture de Paris. Un autre secteur profite de la crise du coronavirus, le marché de la vidéosurveillance intelligente. Ce sont des caméras de surveillance dirigées par une intelligence artificielle. Elles repèrent instantanément certains éléments via des algorithmes. C'est notamment cette technologie qui permet la reconnaissance faciale. En France, la vidéo de surveillance intelligente n'est pour l'instant qu'en phase de test. Ça a été le cas à Nice lors du carnaval pour la prévention d'attentats. Mais cette technologie est aussi massivement utilisée en Chine contre les Ouïghours. C'est ce que montre le journaliste Sylvain Louvet dans un documentaire sur Arte. Détecter nos émotions, repérer les comportements suspects et même prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Ce qui se passe, c'est que sous couvert de lutte contre le terrorisme, ou par exemple pour lutter contre une pandémie, en gros les États se lancent dans une inquiétante course aux technologies de surveillance dopées par le progrès de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les caméras sont en capacité de pouvoir faire plein de choses. Et on voit fleurir partout dans le monde, et particulièrement en France, des dispositifs de technologies de surveillance extrêmement intrusifs et liberticides, et qui se développent justement toujours sur un argument sécuritaire. Et moi, à titre personnel, après avoir fait un sujet comme celui-là et un an d'enquête, moi, je suis un petit peu effrayé par ce développement. Ces craintes sont justifiées. De nombreuses sociétés utilisent le coronavirus pour faire passer des technologies toujours plus problématiques pour nos libertés. 2Eye, une entreprise spécialisée dans la reconnaissance des émotions, a proposé son logiciel pour détecter des attroupements après le déconfinement. D'autres sociétés ont même démarché directement des agences régionales de santé. L'ARS d'Île-de-France, notamment, a reçu un mail qui vantait les mérites d'un système de reconnaissance faciale. Il détecterait la température corporelle des personnes filmées. Toute personne signalée comme ayant une température de peau élevée émettra une alerte aux agents de sécurité, permettant une mise à l'écart de la personne pour un examen plus approfondi. Tout ce marché-là se nourrit de ça, il se nourrit de nos peurs, il se nourrit de cette paranoïa qui finalement est quasi inévitable parce que, encore une fois, on est tous chez nous, cloîtrés, en train de se dire mince, qu'est-ce qui va nous arriver, et on nous offre des solutions technologiques qui finalement paraissent très séduisantes au départ. Simplement, quand on regarde dans un deuxième temps l'utilisation qui peut en être faite par d'autres, par des régimes totalitaires, par exemple, moi, ça m'amène à me dire, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore, finalement. Et cette boîte de Pandore a un nom, l'effet cliquer. Une fois qu'on a dépassé un certain palier, il est difficile de revenir dessus. Une fois que l'État s'est doté de certains outils, il a du mal à y renoncer. Si on prend ce qui s'est passé après les attaques en novembre 2015 en France, donc il y a eu des états d'urgence qui se sont prolongés, qui ont été renouvelés 6 fois. Et puis ensuite, il y a eu une loi antiterroriste qui a repris un certain nombre de dispositions similaires à ce qui était dans l'état d'urgence et qui les a inscrites dans le droit commun. Notamment, par exemple, la possibilité pour le pouvoir administratif d'assigner des personnes à résidence. Donc voilà, il y a toujours des choses qui restent. Cette loi antiterrorisme, la loi SILT, elle était censée s'éteindre donc à la fin 2020, fin de cette année. Il y a déjà des propositions de loi pour la renouveler. Conformément à l'avis unanime du comité de scientifiques, le projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres entend proroger l'état d'urgence sanitaire pour 2 mois jusqu'au 24 juillet.
Les mesures liées à cet état d'urgence sanitaire, comme pour les mesures liées à l'état d'urgence contre le terrorisme, pourraient s'inscrire dans notre quotidien et renforcer encore plus la surveillance dans notre société. Il y a tous les risques que cet état d'urgence sanitaire se prolonge et que sous des prétextes de pallier dans le futur à de prochaines crises, toutes ces dispositions légales de surveillance, de récupération de données sur la population et autres, risquent d'être conservées dans le futur. Face à ces dangers, les associations demandent un encadrement de la part de l'État. Il faut réussir d'abord à encadrer très strictement le déploiement et l'utilisation des technologies, donc en termes de finalité, en termes de durée. Je pense qu'on peut penser aussi à une sorte de principe de précaution, dans le sens que l'acteur qui veut déployer ces technologies a à sa charge justement la charge de la preuve. Il doit prouver que les effets ne seront pas néfastes. Et en dernier lieu, je pense qu'il faut aussi politiser les questions, donc s'en emparer, connaître les enjeux, connaître les acteurs, être vigilant et en fait faire des questions technologiques un débat public. Parce que sinon, sinon on assistera simplement à leur prolifération.